Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire des forums France-Inde. Je suis Christophe Jaffrelot, l'un des initiateurs de ces forums. Une expérience, une aventure qui est bien sûr collective et nous avons intitulé ce nouveau numéro de notre webinaire mensuel « Le yoga, une tradition revisitée », ce qui me permet de faire un clin d'œil d'abord à nos collègues de sciences sociales, car en sciences sociales, nous avons une formule héritée de Eric Hobsbawm, la tradition inventée. Évidemment, c'est parce que nous poussons le paradoxe toujours un peu loin, mais c'est de fait la tradition, une institution qui se réinvente souvent, qui n'est pas statique, et cela s'applique au yoga comme à tant d'autres objets, comme l'hindouisme. Le yoga a évolué, s'est transformé au fil du temps. C'est la quête des fondamentalistes que de chercher l'origine avec un grand O. Nous, aujourd'hui, nous allons surtout essayer de comprendre, et c'est plus passionnant encore, comment le yoga s'est transformé, quelle a été sa trajectoire en quelque sorte. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux expertes en la matière. Isée Tardan-Masquelier, d'abord, docteur en histoire des religions, présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga, directrice de projet à l'École française de yoga et directrice du diplôme universitaire Cultures et spiritualités d'Asie à l'Institut catholique de Paris, auteur, enfin, last but not least, d'une encyclopédie, l'encyclopédie du yoga, que vous voyez à l'écran présentée par Ingrid Terwat, qui est la seconde intervenante de ce soir, journaliste, spécialiste de l'Asie du Sud depuis au moins 2 décennies, docteur en sciences politiques et diplômée de Cambridge. Elle a été et elle est encore une spécialiste des questions de diaspora indienne au pluriel, notamment dans le monde anglo-saxon, et de la façon dont le soft power indien a pu se transformer, évoluer. Alors, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, un mot de logistique pour que tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui dans l'assistance puissent savoir comment participer à notre conversation, ou en tout cas après que la conversation scientifique entre nos deux spécialistes ait eu lieu. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous ferons en sorte, en fonction du nombre de questions d'ailleurs, de garder le temps nécessaire pour y répondre. Et vous avez pour cela la boîte habituelle qui figure maintenant systématiquement sur Zoom. Alors, pour en revenir à la question que je suggérais de la tradition réinventée, Isée, nous allons quand même partir de ce qu'on peut situer comme un commencement, et sinon d'une manière absolue et singulière, mais en tout cas en approchant le plus près possible. Si l'on cherche la source du yoga ou des yogas, vous allez peut-être utiliser le pluriel, comment est-ce que l'on peut présenter cette discipline de salut, cette voie de libération? Alors, je vais être un petit peu rapide parce que d'abord, c'est une tradition ou un ensemble de traditions. On va effectivement souvent parler au pluriel, qui est plurimillénaire, qui est complexe, qui a reçu des influences nombreuses et qui en même temps a influencé la culture indienne. Je partirai du mot d'abord, de ce mot yoga, qui est un mot très ancien puisqu'on le trouve déjà dans le premier corpus textuel qui fonde la culture indienne et qui est le Veda. Et dans ce
texte, il est lié, le mot yoga, à l'action d'atteler des animaux ensemble, de les réunir sous le joug. D'ailleurs, le mot yoke en anglais ou en français, notre joug, jonction, sont formés sur la même racine qui a donné en sanskrit yoga. Alors l'attelage, il permet de réunir, mais il permet de voyager et de frayer un chemin. Et déjà dans le Veda, on trouve des significations métaphoriques ou symboliques de ce mot yoga, puisqu'il est utilisé s'agissant du poète védique, qui est celui qui, entre guillemets, attelle ses pensées ou attelle les images, les métaphores entre elles, pour composer le beau poème. Et le beau poème, c'est celui qui va voyager au loin parce qu'il aura une renommée. Donc, très vite, il y a une double idée, c'est celle de rassemblement, de recentrement, et puis l'idée de frayer une voie. Donc, évidemment, ensuite, cette voie, c'est la libération spirituelle. Pour faire très vite encore, alors, dans le cours du premier millénaire avant notre ère, mais on n'a ni date ni origine absolue du tout. Mais on voit qu'il y a deux grandes orientations qui souvent sont appelées yoga. Il y a une orientation qui est pratique, une autodiscipline qui est portée par des ascètes qui pratiquent des austérités parfois extrêmes. C'est ceux que l'empereur Alexandre a rencontrés sur l'Indus. Ces gens-là, ils jeûnent, ils regardent le soleil en face jusqu'à se brûler les yeux, ils font des exercices respiratoires très intenses, ils se tiennent pendant des jours sur une jambe ou assis en méditation. Et ces exploits héroïques, ils ont pour but de transcender la condition humaine, de se transformer corps et esprit, de telle manière qu'on gagne aussi des pouvoirs supranormaux. Et puis, là aussi, pour faire très vite, on a une orientation qui est plus philosophique et qui va se trouver, qui va permettre qu'on compose des traités. Je citerai deux grands traités qui sont la Bhagavad Gita et puis les Yoga Sutras qui viennent un peu plus tard. Bon, dans la Bhagavad Gita, on parle au pluriel du yoga, c'est-à-dire que les auteurs, l'auteur ou les auteurs, enfin Krishna qui se révèle dans la Bhagavad Gita, dit il y a trois grandes voies. Il y a le karma yoga, la voie de l'action désintéressée. Il y a le jnana yoga, qui est la voie de la connaissance métaphysique. Et puis il y a le bhakti yoga, qui est la voie de la dévotion envers une divinité souveraine. Et puis ensuite, on a les Yoga Sutras, qui est un ouvrage de synthèse extrêmement philosophique, qui se donne pour finalité d'analyser les conditionnements de la conscience et de proposer des étapes sur un chemin d'évolution qui va permettre de libérer cette conscience de ces conditionnements et de découvrir un esprit profond qui est une source de stabilité au-delà des avatars, enfin des accidents de la condition humaine existentielle. Voilà, donc ça, ce sont des points de départ qui ne sont pas des origines absolues, mais déjà à ce moment-là, on peut parler de yoga au pluriel. Au pluriel et sans qu'ils y soient tous déjà, puisque le Hatha Yoga apparaîtra encore plus tard. On est à l'époque médiévale et à l'époque médiévale, l'hindouisme rencontre l'islam ou l'islam rencontre l'hindouisme et les yogis du coup rencontrent des porteurs de notre religion car Alexandre lui était venu mais reparti, d'autres viennent ensuite et restent. Comment cette rencontre a-t-elle eu lieu et que peut-on dire de ce dialogue qui se met en place entre yogi et soufi, par exemple? Alors, je vais y venir peut-être juste avant, préciser un peu le paysage dans lequel cette rencontre a été rendue possible, en disant que ces yogas médiévaux, ils vont imprégner finalement toute la culture du sous-continent.
Ce qui fait qu'on va avoir des yogas bouddhistes, jains, etc. Et inversement, ces yogas vont recevoir et intégrer toutes sortes d'influences. Donc, les yogis vont être vishnouites, surtout shivaïtes, bouddhistes, jains. On va avoir des groupes qui sont des groupes ésotériques qu'on appelle tantriques, qui se réclament du yoga aussi, chacun à leur manière. Et des recherches qui sont récentes, des recherches universitaires récentes, surtout anglo-saxonnes, dessinent certaines évolutions qui sont vraiment intéressantes, en gros à partir du XIIIe siècle, mais elles pourraient dater de plus tôt, du XIe. Bon, on ne sait pas encore très bien. Entre autres, il va y avoir de nouvelles dénominations qui désignent des pratiques qui sont nouvelles, et en particulier cette dénomination de Hatha Yoga, qui évidemment est promis à une grande postérité et dans laquelle on va voir petit à petit, mais très progressivement, se multiplier les postures. Alors, les traités se font plus nombreux, plus diserts sur les croyances et les pratiques. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des communautés, des lignages de yogis qui se forment. Ce sont les naths, ce sont les dashanamis, ce sont les ramanandis, bon, peu importe les noms, mais ces gens-là, pour certains d'entre eux, vont gérer des institutions qui parfois ont été richement dotées par les princes. Alors tout ça, j'avance dans le temps. Au XVIe siècle, au moment où Babur fonde l'empire moghol, certains ashrams ou bien des yogis solitaires sont tellement célèbres que même les empereurs moghols vont se déplacer pour entendre leurs conseils de sagesse. Et non seulement ils vont le faire, mais ils vont tenir à ce qu'on le sache, ils vont le raconter dans leur mémoire. On a Babur, Akbar, Jahangir, avant son règne, quand il était encore le prince Salim, mais qui prennent la peine de consigner ces visites et de les faire somptueusement représenter. Alors, on a des images. Est-ce qu'on peut passer l'image précédente? Parce que je voudrais juste montrer une image qui vient des albums impériaux. Voilà, il y a ce très bel ascète qui est l'œuvre de Govardhan, qui a été un des grands peintres de l'époque moghole. C'est l'image de gauche. Et sur l'image de droite, on voit l'empereur Akbar, non, pardon, l'empereur Babur, mais l'image date de l'époque d'Akbar, l'empereur Babur, qui va visiter des yogis, on les voit nus, avec leur ceinture de méditation, ça s'appelle le yoga pata, ça leur permet de rester longtemps dans une position assise, comme ça, sans effort. Et ces yogis, ils sont célèbres et ils ne sont pas les gourous des empereurs, mais au moins cette rencontre-là, elle est marquante pour cet empereur. Et puis, les naths, dont je disais un mot tout à l'heure, les nath yogis, en particulier, ont fasciné les artistes des cours moghols. On peut montrer une autre image où on verra 4 feuillets d'un manuscrit qui est très célèbre chez les indianistes qui travaillent sur cette époque. C'est un manuscrit illustré d'un soufi de Gwalior, Mohamed Ghaus de Gwalior, qui en fait a traduit et retravaillé un manuscrit sanskrit, un manuscrit de yoga. Et ce manuscrit, le Bahr al-Hayat, l'océan de vie, il a été illustré à la cour du prince Salim avant qu'il ne devienne empereur Jahangir. Alors on y voit des personnages en posture, bien sûr, des yogis en posture. Peut-être que vous verrez qu'ils ont des grosses boucles d'oreilles. C'est la marque particulière des naths, qui était spécialement célèbre à cette époque-là. Voilà, donc il y a eu cette rencontre, j'ai envie de dire au sommet, entre des praticiens de l'ascèse, des renonçants et puis des soufis musulmans. Oui, et la façon dont les grands Moghols ont prêté allégeance aux yogis, eh bien, a sa réciproque dans la manière dont les Maharajas hindous du Rajasthan
ont prêté allégeance à Moïse Chisti, enterré à Ajmer dans la fameuse Dargah Sharif. Et on est évidemment là dans une forme de conversation, de dialogue où la frontière des religions n'est absolument pas étanche. Hein. On est dans une forme de synthèse. Alors, on enjambe les... de rencontres au sommet, ce sont des modèles de sainteté et ils ont une légitimité et ils sont reconnus comme tels. Exactement, ils transcendent les frontières communautaires. Nous, on va transcender les siècles parce qu'il faut enjamber les siècles en tout cas et arriver à ce qui est le début de l'époque contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a une troisième phase en quelque sorte dans la transformation du yoga qui commence à la fin du 19e siècle et puis qui va s'intensifier dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20. Un tournant, en tout cas une date, c'est 1893, la visite de Vivekananda à Chicago. Dites-nous ce qui se passe à ce moment-là. Alors, à Chicago, donc, il y a l'exposition universelle de 1893. Et dans ce cadre, il y a une grande rencontre qui va durer 3 semaines, appelée le Parlement des religions, où doivent participer des représentants de toutes les religions du monde. Et Vivekananda, qui n'était pas prévu au départ, se fait inviter pour représenter l'hindouisme. Et donc, il va présenter l'hindouisme comme une sorte de plateforme universaliste pour toutes les religions. C'est sa manière de réinterpréter l'hindouisme et de le présenter aux Occidentaux. Et dans cette perspective, il va reprendre les anciennes distinctions de la Bhagavad Gita, le karma yoga, en le modernisant, en disant que c'est le service de l'humanité. Le jnana yoga, c'est la vision philosophique. Le bhakti yoga, c'est la vision plus religieuse. Et le hatha yoga, c'est le versant pratique de cette sagesse hindoue universaliste. Donc, il reconsidère ces anciens textes et il tient un discours qui marque et qui séduit. Alors, à peu près en même temps, un petit peu plus tard en Inde, disons plutôt dans les années 1920-1940, on a un mouvement de retour sur les traditions, sur les héritages, qui réanime ces héritages, et on va avoir des grands gourous de yoga. Je pense à Krishnamacharya, qui a été chargé par le Raja de Mysore, de Mysore, de créer une école de yoga dans son palais. Donc, on va avoir des grands gourous comme ça qui vont refonder des écoles de yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils vont aussi s'inspirer d'exercices gymniques et de préoccupations hygiénistes qui sont propres aux Occidentaux et qui arrivent en Inde par le biais des Britanniques, bien sûr. Donc là, on a une sorte de va-et-vient des influences qui métissent le yoga ou qui l'hybrident, je ne sais pas comment il faut parler, et qui vont fonder les yogas contemporains, bien sûr. Exactement, on est effectivement dans de l'hybridation, dans du métissage, et c'est bien un signe de la dynamique que le yoga connaît, comme l'identité indienne en général, hindoue d'ailleurs en général, avec quand même une dimension nouvelle qui est, on pourrait dire, nationaliste. Il y a avec Vivekananda un premier soft power indien exporté vers l'Amérique, où le yoga va devenir très populaire dès les années 20-30. Oui. Et donc, on bascule dans une autre dimension. Et ce serait intéressant de poursuivre cette interprétation, Ingrid, sur le thème de la politisation, ou en tout cas
du rapport entre yoga et politique. Une chose évidemment aujourd'hui centrale et à laquelle nous allons consacrer du temps, mais pas si récente que ça, pas si nouvelle que ça. On lit beaucoup les gouvernements successifs de Narendra Modi au yoga, et pour cause, il y a bien des raisons de le faire, mais en réalité, d'autres leaders politiques indiens avant lui avaient parlé du yoga, avaient mis en avant le yoga. Ça ne date pas du tout de 2014, ça ne date pas de Narendra Modi. Jawaharlal Nehru, avant même d'être le premier ministre de l'Inde, à l'indépendance, parlait du yoga. Il a expliqué que la pratique du yoga l'avait rendu plus tolérant aux aléas de la vie, lui avait permis de résister notamment à ses différents emprisonnements, notamment entre 1931 et 1935. Et dans son livre La découverte de l'homme, qu'il a publié en 1946, un an avant l'indépendance, il parlait aussi du yoga. Il disait que c'était un système de discipline du corps et de l'esprit. Il avait une approche en même temps très laïque du yoga, très inspirée aussi de ces métissages avec la pensée hygiéniste, rationaliste des Britanniques, et pas que des Britanniques, des Allemands aussi, des Scandinaves également, qui ont contribué au XIXe siècle à ces différents métissages du yoga. Donc Nehru, déjà, avant même l'indépendance, parlait du yoga et il disait que c'était une discipline qui l'avait beaucoup aidé dans ses combats politiques. Une fois au pouvoir en 1952, il a proposé une résolution au Rajya Sabha, donc à la Chambre haute, équivalent du Sénat, pour que le yoga fasse partie de l'éducation nationale en Inde. Et l'année suivante, il a veillé à ce que des exercices de yoga soient inclus dans le plan national d'éducation physique et de loisirs. Il avait une vision du yoga tout à fait propre. Pour lui, c'était une discipline à la fois personnelle et fondée sur la raison. Un petit peu dans la lignée de ce que prenait Vivekananda. Il s'inscrivait un petit peu dans ces pas-là. Et il a été le premier aussi, alors il était le premier ministre de l'Inde, mais il a été la première figure politique à vouloir aussi exporter le yoga à l'échelle internationale. Et dans les années 50 déjà, il s'était rendu aux États-Unis, il avait rencontré Swami Yogananda, il l'avait honoré, il lui avait remis un prix pour sa contribution au yoga. Il a beaucoup contribué à le faire connaître aux États-Unis. Il avait fait la même chose avec Buddha Bose et Vishnu Ghosh, qui ont, eux, beaucoup pratiqué le yoga et beaucoup contribué à l'extension de cette pratique au Japon et en Thaïlande. Donc déjà, à cette époque, on voyait que le yoga était un enjeu pour l'Inde, un enjeu de santé, mais un enjeu aussi de représentation politique, de pouvoir et d'image à l'extérieur de l'Inde. Mais alors, il y a eu évidemment un tournant ensuite, les choses ont un petit peu changé, plus récemment, ces 20-30 dernières années. Mais il faut ajouter peut-être, Ingrid, avant de passer à cette période plus récente, que pour Nehru, le sécularisme n'est pas irreligieux. Alors, n'est pas anti-religieux, ça c'est sûr, mais n'est pas irreligieux. Il est au contraire la possibilité pour toutes les religions de coexister et d'échanger leurs bonnes pratiques. À quoi s'ajoute le fait qu'un homme comme lui, qui a passé plus de 9 ans de sa vie en prison, et tous ceux qui sont passés par la case prison pendant le moment pour l'indépendance ont fait de même, ont vécu l'incarcération comme une ascèse. Dans bien des cas, c'est ce qui les a préparés à découvrir le yoga et d'autres disciplines de salut. Mais effectivement, la situation évolue ensuite et on continue non pas à enjamber les siècles, mais les décennies maintenant. Mais d'ailleurs, avant d'enjamber les décennies, justement, Nehru prenait le yoga plutôt que de la gymnastique dans les écoles, parce que pour lui, ça convenait plus à l'Inde, ça correspondait, je le cite, à l'esprit de la philosophie indienne. Donc, on était dans une approche quand même très culturelle du yoga, déjà très, très ancrée aussi dans l'hindouisme. Alors, évidemment, ça a changé dans les années 90-2000. Ça date justement, encore une fois, d'avant le premier gouvernement Modi, l'arrivée au pouvoir de Modi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 ? Alors,
déjà, il y a à peu près 25 ans, on a eu le concept de soft power. Ça fait 25 ans qu'on en parle, qu'on utilise ce terme. Évidemment, la politique d'influence ou public diplomacy existait depuis bien longtemps, avant que Joseph Nye, qui est chercheur à Harvard et spécialiste des relations internationales, n'invente ce terme. Mais c'est quand même très pratique. Et pour lui, le soft power, justement, ce serait l'arme de séduction et l'arme de pouvoir qui allait remplacer ou supplémenter plutôt le hard power qui caractérisait le monde post-guerre froide. Alors, justement, le yoga devient un arme au service du soft power indien. Dans les années 2000, un peu avant l'an 2000, en 1998, le BJP arrive au pouvoir. Dans les années, fin des années 90, 96, premier gouvernement, puis 98, il y a une personnalité qui était dans ce gouvernement, Murli Manohar Joshi, qui était lui-même un pratiquant du yoga et qui défendait beaucoup cette pratique, mais alors avec une approche plus du tout secular, plus du tout à la Nehru, mais très ancrée dans une défense de l'hindouisme, une forme de suprématisme hindou. Murli Manohar Joshi était non seulement yogi, mais en plus il était ministre des HRD, Human Resource and Development, c'est-à-dire un peu l'équivalent du ministère de la Recherche et de l'Éducation. Il a fait beaucoup pour la popularisation du yoga et l'institutionnalisation du yoga. Par ailleurs, dans les années 2000, les gouvernements indiens successifs, qui n'étaient pas nécessairement BJP, ont créé des cellules de public diplomacy, des cellules au ministère des Affaires étrangères d'influence pour capitaliser sur la bonne image de l'Inde à l'étranger, dans une optique de séduire et d'avoir plus de puissance à l'étranger. Alors, parmi le soft power indien, il y a bien sûr sa civilisation, son histoire, sa culture, le cinéma aussi, Bollywood, enfin, il y a énormément de choses. L'Inde est une puissance civilisationnelle, culturelle importante, et parmi tous ces traits de l'Inde, il y a aussi le yoga qui est constitué, qui est présenté comme pratiquement un cadeau de l'Inde au monde. C'est d'ailleurs dans ces termes-là qu'ensuite Narendra Modi va s'exprimer au sujet du yoga. C'est le cadeau de l'Inde au monde. Alors, il y a une entreprise justement de renationalisation du yoga qui, disait le disait, est particulièrement métissée. L'histoire du yoga est faite de rencontres, de métissage, de mélanges. Et là, on a une forme de volonté de dire que le yoga est indien, ne peut être qu'indien, et purement indien, avec cette obsession pour la pureté qui est quand même assez problématique. Et, avant peut-être de mettre le projecteur, de braquer le projecteur sur les usages du yoga par Narendra Modi et effectivement le rôle que cela joue dans le soft power indien, revenons avec Isée sur ce passage au singulier, car on est passé du pluriel au singulier dans le cours de cette histoire. On parle du yoga et non plus des yogas. Et la question que j'aimerais vous poser, Isée, c'est lorsqu'on regarde les façons que l'on a d'enseigner le yoga, puisque, comme le dit Ingrid, on a maintenant des formations universitaires, on a maintenant des cursus universitaires. Alors, quel est ce yoga qui devient singulier et qui devient peut-être la norme, et en quoi est-il lui aussi le reflet d'une évolution, d'une transformation, puisqu'on est dans une dynamique permanente? Je pense qu'il y a deux niveaux. Souvent, on dit le yoga pour désigner la discipline. On a beaucoup l'habitude en Occident des singuliers. On dit le christianisme alors qu'il y a beaucoup de christianisme, l'islam alors qu'il y a beaucoup de formes d'islam. Donc, il y a déjà ce niveau qui est le niveau d'étiquette globale, la discipline du yoga, comme la discipline de la danse. Bon. Et puis, ensuite, on parle rarement effectivement des yogas au pluriel, mais alors, on a toutes sortes de noms. Vinyasa, Ashtanga Yoga, et même en anglais, Hot Yoga, etc. Et là, ces noms désignent des déclinaisons particulières d'une pratique
qu'il y a quand même des fondamentaux. Il y a des fondamentaux en commun. Les postures, le travail de la respiration, l'apprentissage de la concentration, du calme de l'esprit, un certain nombre d'étapes et de niveaux dans la méditation. Tout ça, c'est un tronc commun que partagent les yogas. Et puis après, vous avez des formes qui sont plus gymniques, plus au contraire dans le lâcher-prise et la détente, plus axées sur le bien-être, plus axé sur des quêtes spirituelles, des recherches, plus méditatives. Bon, il y a toute une gamme. Et puis, il y a un phénomène de marque aussi. Branding, ça c'est vraiment aussi très actuel. Alors, on va parler du yoga de Bikram ou du yoga de Intel, ça va donner le Bikram yoga ou autre. Donc voilà, on a toutes ces déclinaisons avec des noms qui sont assez souvent un peu exotiques et qui vont désigner des formes plus particulières. Mais dans les formations que l'on voit se mettre en place, notamment au niveau universitaire, est-ce que l'on retrouve la diversité des yogas? Est-ce que l'on retrouve cette richesse héritée du si long passé que vous avez décrit? Ou est-ce que inévitablement on va vers une forme de standardisation? Est-ce que un yoga finit par l'emporter sur les autres? Est-ce qu'on peut analyser la façon dont on enseigne le yoga dans ces termes ou c'est pas pertinent? Vous parlez de formation universitaire en Europe et aux États-Unis ou en Inde? Et en Inde surtout, puisque comme le disait tout à l'heure Ingrid, on a maintenant des cursus, on a maintenant un apprentissage, hein, on a une forme d'académisation de ce qu'est le yoga. Alors, je dirais qu'en Europe et aux États-Unis, l'accent est beaucoup mis sur l'histoire, sur le travail à partir des textes fondateurs et des textes successifs qui permettent de comprendre ces différentes formes de yoga, sur ces généalogies de yogis dont je parlais, l'institutionnalisation de leur communauté. Donc, on est très axé sur ces savoirs et qui ressortissent beaucoup aux sciences humaines. C'est notre approche. Et aussi sur des perspectives qui sont données par l'anthropologie et par l'ethnologie, puisque aujourd'hui, il y a encore des grands représentants de ces lignées de yogis. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'Europe et l'Occident, l'Occident en général, mais l'Europe et les États-Unis, ces formations, quand elles existent, elles sont rares, mais il existe à Londres, à la SOAS, et puis aux États-Unis aussi, des formations universitaires. Elles sont plutôt dans cet esprit-là. Je vais laisser peut-être parler Ingrid des formations en Inde. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose autour du concept d'appropriation culturelle. Parce qu'il y a des groupes qui ont des optiques totalement différentes, qui essaient de lutter contre l'appropriation culturelle au sujet du yoga. Alors, d'un côté, il y a des groupes proches des nationalistes hindous. Aux États-Unis, par exemple, la Hindu American Foundation, HAF, qui est le principal lobby hindou aux États-Unis, qui avait lancé dans les années 2010 une campagne virulente pour dénoncer l'appropriation culturelle et rappeler aux Américains que le yoga avait été créé en Inde par des hindous et ce lobby mettait en avant le fait qu'il s'agissait de sages brahmanes qui s'exprimaient en sanskrit. Donc, il y avait vraiment une renationalisation, une volonté de nationalisation. En Inde, Narendra Modi présente toujours le yoga comme un produit pratiquement, ou une pratique en tout cas indienne, fondamentalement indienne, qu'il s'agirait de disséminer dans le monde. Et dans le même temps, plusieurs groupes, personnes, mouvances dans les pays occidentaux veulent combattre l'appropriation culturelle par souci d'anticolonialisme ou de déconstruction postcoloniale. Et ces deux groupes, ces deux types de points de vue sont complètement divergents et pourtant se retrouvent autour de la notion d'appropriation culturelle et tentent à faire oublier que le yoga est profondément métis, profondément divers, comme l'hindouisme, comme la culture indienne dans son ensemble.
Alors Ingrid, poursuivons avec effectivement la phase actuelle l'image qui nous avait été montrée de Narendra Modi sur Rashtrapati Road le 21 juin symbolise. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, il faut revenir un an avant ça. Un an avant ça, le 26 mai 2014, Narendra Modi est élu à la tête de l'Inde. Lui qui avait auparavant était à la tête de l'État du Gujarat et pendant son mandat, des pogroms anti-musulmans avaient fait couler non seulement beaucoup de sang, mais aussi beaucoup d'encre. Et en raison de son implication dans ces pogroms, il lui était refusé, il était interdit de voyage aux États-Unis et dans l'Union européenne. Ça avait été une chose assez marquante et il a voulu, à son élection, à ce moment-là, bien sûr, il a pu à nouveau avoir des visas pour aller aux États-Unis et dans l'Union européenne et il a voulu marquer le coup, en fait. Et il s'est rendu à la tribune de l'ONU en septembre 2014, et il a fait un discours sur sa politique, et puis il a fait le lien dans ce discours entre le réchauffement climatique et le yoga. Pour lui, l'important, c'était de faire reconnaître à travers le yoga ce que le monde devait à l'Inde, pourvoyeuse de sagesse universelle. Il évoquait, je cite, l'antique sagesse qui voit le monde comme une seule famille. En fait, ça, c'est la traduction en français, il a prononcé les mots en anglais, un slogan des nationalistes hindous, Vasudeva Kutumbakam, le monde comme une famille. Et cette mise en avant du yoga, des valeurs civilisationnelles, c'était une façon aussi de faire un pied de nez un peu à sa propre histoire personnelle, de se faire à nouveau accepter sur la scène internationale, lui qui en avait été exclu, qui avait été un paria dans les années 2010, en grande partie jusqu'à son élection en 2014. Il a proposé ensuite que le 21 juin soit la journée mondiale du yoga. La décision a été acceptée, votée le 11 décembre 2014, le 21 juin. Alors, ça n'a pas été, ça n'est pas souvent souligné parce qu'on pense toujours 21 juin, passage, changement de saison, équinoxe, etc. C'est aussi le jour de l'anniversaire du fondateur du Rashtriya Swayamsevak Sangh, le RSS, qui est la maison mère des nationalistes hindous. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, en tout cas, la date tombait fort à propos. Et sur les images que vous voyez à l'écran, on le voit, donc on voit Narendra Modi menant une foule très organisée, hein, vous voyez, ce n'est pas tout à fait spontané, de 36 000 personnes sur Rajpath, la grande artère très symbolique du pouvoir aussi à Delhi. Et on le voit comme le personnage, l'incarnation du pouvoir, et le chef yogi, chef d'État qui mène toute cette entreprise de soft power, hein, parce qu'il s'agit d'une manifestation qui n'est pas juste culturelle, mais qui est aussi évidemment politique, puisqu'il s'agit de donner une image positive de l'Inde et de défendre certaines valeurs civilisationnelles. Voilà pour la journée mondiale du yoga. Et alors, depuis, le yoga est devenu vraiment institutionnalisé. On pousse les fonctionnaires à assister à des sessions de yoga. Ils sont convoqués. Par exemple, ça a été la même chose avec les écoliers en 2015, les policiers. Parfois lors de leur journée de congé. Il y a des systèmes de déduction fiscale quand on donne de l'argent à un organisme qui favorise la promotion du yoga. Air India, donc la compagnie nationale, forme depuis un certain temps ses nouveaux membres d'équipage et ses pilotes tous les matins à 6h30. Il y a vraiment une marche forcée pro-yoga. Alors évidemment, on n'est pas contraint absolument, mais enfin, on y est quand même largement incité, si tant est que le journaliste et écrivain Ajaz Ashraf parle de coercion douce, voire de nationalisme culturel coercitif. Alors, je le cite. Il y a vraiment cette imposition politique. Alors, ça permet à l'Inde d'étendre son influence de façon apparemment douce, voire bon enfant à l'étranger, puisque dans les pays occidentaux, on ne voit pas du tout, évidemment, le yoga d'un mauvais œil, on ne voit pas du tout, en tout cas, il n'apparaît pas évident à première vue que ça permet à Modi de lisser son image de nationaliste très controversé
ça a permis, on ne se souvient pas qu'il a été interdit de territoire européen ou américain pendant de très nombreuses années. Par ailleurs, le yoga aussi, ça on ne le sait pas toujours, permet souvent de financer des groupes nationalistes hindous dans la diaspora. Le yoga est très souvent utilisé pour récolter des fonds qui vont ensuite contribuer à l'expansion du nationalisme hindou en Inde. Voilà un point très intéressant, ce point de contact entre politique et yoga. On va bientôt parler du point de contact entre monde des affaires et yoga. Mais sur cet aspect, j'aimerais qu'on s'attarde un peu. On a vu en 2017 un yogi devenir chef de gouvernement en Inde, chef du gouvernement du plus grand État de l'Inde. Et du coup, la question que je me pose, ça nous ramène à ce que Isée nous a montré au tout début, des souverains, musulmans ou hindous, peu importe, qui parrainent, qui écoutent des yogis, qui sont des maîtres spirituels, hein, qui leur montrent une voie avec un grand V. On a aujourd'hui une autre configuration où c'est le yogi lui-même qui exerce le pouvoir. Alors, est-ce que Yogi Adityanath, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en train d'inventer un nouveau rôle pour le yoga, en quelque sorte, ou en tout cas pour les yogis? Ou est-ce que dans l'histoire, je ne sais pas, Isée, si on a des traces de cela, eh bien, les pouvoirs spirituels, l'autorité spirituelle et puis le pouvoir temporel ont pu se combiner, ce qui est évidemment original, car dans l'hindouisme, le système des castes veut cela. C'est le brahman qui est l'autorité spirituelle et c'est le kshatriya qui est l'incarnation du pouvoir temporel. Mais là, est-ce que c'est un mélange des genres ou est-ce que c'est quelque chose dont l'histoire nous montre des traces? Alors, je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est vraiment extrêmement intéressant. On a dans l'hindouisme historique, on a vraiment ce découplage entre la sagesse d'une part, ou bien, parce que chez les brahmanes, c'est ça, c'est la pureté et la non-violence, et d'autre part le prince qui, par la violence nécessaire, parce que toute société est violente, ça, les vieux traités sanscrits le disent, délivre les brahmanes et les sages de l'usage de la violence. Ce sont les princes qui, passez-moi l'expression, mettent les mains dans le cambouis. C'est eux qui sont en prise avec la violence et ainsi les brahmanes et les renonçants peuvent s'abstraire de cette violence qui est existentielle. Et du coup, d'une certaine manière, la sagesse a le pas sur le pouvoir. Elle a une dimension transcendante. Mais en même temps, les princes, comme on l'a dit, dotent des ashrams, des institutions, et donc il y a des liens qui se forment. Et puis, on a des phénomènes qui sont assez étonnants à première vue, mais qu'on peut comprendre en regardant l'histoire, c'est le phénomène de yogis guerriers. Alors, soit parce qu'ils ont appartenu à des castes guerrières et qu'ils ont gardé leurs armes et leurs coutumes, soit pour une autre raison qui est qu'ils sont devenus les gardiens et les protecteurs des pèlerinages contre les exactions de bandits ou parfois de musulmans aussi. Donc les pèlerinages hindous sont protégés par des yogis qui pratiquent donc bien sûr les exercices de yoga, mais aussi qui ont des traditions d'arts martiaux et de maniement des armes. Ce qui fait que quand les Britanniques prennent le pouvoir en Inde, ils vont ostraciser ces yogis parce que ces yogis forment des bandes armées qu'ils considèrent comme dangereuses. Donc il y a tout cet arrière-plan
Il ne faut pas croire que tous les yogis vivaient de la non-violence. Il y a tout cet arrière-plan culturel qui est là. Et un phénomène comme celui de Yogi Adityanath n'est peut-être pas si surprenant au regard de l'histoire. Et puis alors, il y a l'autre chose qui est la confusion des rôles. Dans l'image que vous avez montrée, Ingrid, de Narendra Modi officiant pour la journée internationale du yoga, il est bien évident qu'il y a une confusion des rôles. Est-ce que c'est le Premier ministre de l'Inde qui est là? Est-ce que c'est un gourou, le gourou du peuple? Est-ce que c'est un grand yogi qui est aussi un grand sage? Est-ce que c'est celui qui officie dans des temples? Voilà, on est un peu perdu. Est-ce qu'il est tout cela à la fois? Mais Narendra Modi, justement, joue sur tous les tableaux. Là, on le voit il y a quelques années, maintenant, c'était il y a 7 ans. Maintenant, il arbore une longue barbe, il fait des retraites dans des grottes. Il joue sur le registre aussi du yogi, de l'ascète. Si vous allez sur la chaîne YouTube du BJP, son parti, vous verrez que son avatar dispense des cours de yoga. Donc, vous pouvez faire du yoga à la maison avec le dessin animé de Narendra Modi. Je crois qu'on a une image de ça. Donc, bien sûr qu'il joue à fond la carte de la personnalisation du pouvoir, du lien direct aussi, ce qui est typique des régimes autoritaires, mais du lien direct entre l'incarnation du pouvoir, qui est le chef de l'État, et le peuple, avec la minimisation des corps intermédiaires. Et voilà, donc c'est le yogi en chef, le chef de l'État, le chef de parti, le chef de l'État, le yogi en chef. Ouais. Et pour revenir à Yogi Adityanath et au rapport à la violence, on est très loin du yogi armé qui défend le pèlerinage ou du conseiller sage qui est non violent et qui conseille un prince, lui, forcé à recourir à la violence, puisque lui-même est un homme politique. Il est yogi et homme politique, il est deux en un, et lui-même n'est pas du tout exempt de violence. Il s'est fait connaître pour ses sorties hyper violentes, notamment contre les musulmans, à qui il disait qu'il fallait se noyer dans la mer ou vivre dans une pièce plongée dans l'obscurité pour le reste de leur vie s'ils ne reconnaissaient pas l'importance du yoga, par exemple. Par ailleurs, il est poursuivi en justice pour tentative de meurtre, incitation à la haine, incitation criminelle et dégradation de lieux de culte. Donc, il a un CV déjà assez chargé en termes de poursuites judiciaires pour des faits de violence. On a en fait une double confusion des genres. C'est qu'on a effectivement un Premier ministre qui officie comme gourou et comme grand prêtre. Rappelez-vous la pose de la première pierre du temple d'Ayodhya, où il est l'officiant. Il aurait pu être le judgeman seulement. Non, il est aussi l'officiant. Et puis on a de l'autre côté un yogi qui exerce le pouvoir et qui l'exerce d'une manière particulièrement ferme, dont le pédigré, pour reprendre l'expression d'Ingrid, est particulièrement intéressant aussi parce qu'il est de caste Rajput. Et les Naths, en tout cas ces Naths-là, son père adoptif Vaidyanath, son grand-père adoptif Digvijayanath, étaient déjà des Rajputs. Donc en fait, on a cet héritage de la caste qui vient aussi brouiller les pistes et faire cette fameuse confusion des genres dont on parle. Alors, pour poursuivre dans la même veine, la confusion des genres atteint une dimension supplémentaire lorsque l'on regarde le yoga à la télé. Et lorsque l'on regarde le yoga à la télé sur des chaînes qui sont elles-mêmes propriétés de yogis. Et donc là, on arrive à quelque chose de plus spectaculaire encore, parce que tout comme on avait connu le phénomène des télévangélistes ou des prêcheurs islamiques utilisant ces grands médias de masse pour diffuser leur message, on voit la même chose du côté des yogis, et ils sont aussi hommes d'affaires. Alors évidemment, le cas exemplaire dont vous allez nous parler, Ingrid, c'est Baba Ramdev, qui est
sans doute celui que l'on a vu le plus aux côtés de Narendra Modi pendant la campagne de 2014 et depuis encore. Baba Ramdev, c'est un très bon exemple, en effet, du yogi télévisuel qui trempe dans les affaires et la politique. Alors, Baba Ramdev, qui est là en compagnie de Adityanath, il est à gauche de la photo, s'est fait connaître dans les années 2000, au début des années 2000, 2002 à peu près. À la télévision. Il avait des émissions de yoga. Et alors, c'était vraiment le yoga spectaculaire. Hein. Il faisait passer un lacet par sa narine. Il faisait des mouvements très spectaculaires avec son ventre, des exercices de respiration. Il y avait vraiment un côté fakir, fascination pour le fakir. Donc, c'était très visuel. Très télévisuel, ça a eu énormément de succès, notamment parmi la classe moyenne, la ménagère de plus de 50 ans, l'équivalent de la ménagère de plus de 50 ans, qui se délectait de ses prouesses physiques. Et puis, c'était aussi au moment de la montée du nationalisme hindou en Inde. Donc, c'était un bon mélange idéologique, culturel, social, qui a permis à Baba Ramdev de se faire connaître. Et puis, ce Ramdev, il a aussi une entreprise. Il a un groupe, c'est plus qu'une entreprise, c'est un grand groupe qui s'appelle Patanjali Ayurveda, et alors il vend toutes sortes de médicaments, le mot est peut-être un peu exagéré, de potions, de mélanges, de concoctions diverses, plus ou moins ayurvédiques, plus ou moins efficaces. Donc ça va des tisanes aux soi-disant traitements. Alors il y a eu pas mal de scandales autour de lui, de mise en examen, aussi d'amendes, parce que la gestion de Patanjali laisse quand même à désirer. D'abord, elle n'est pas forcément très éthique. Il utilise beaucoup le travail de bénévoles. Donc, il y a beaucoup de travail dissimulé, on dirait ça en français, voire d'exploitation. Il ne paie pas toujours très bien ses impôts, voire rarement. Et puis, il est poursuivi, comme beaucoup de yogis d'ailleurs, superstars, de yogis télévisuels, dans des affaires de mœurs. Il y a aussi tout un volet agression sexuelle. Donc, ces différents personnages du yoga télé, du star system du yoga, ont des poursuites contre eux pour corruption, pour trafic d'influence, pour fraude fiscale et agression sexuelle. Donc, voilà pour Ramdev. Et Ramdev ne fait pas que des affaires, il fait aussi de la politique. Il soutient activement Narendra Modi, dont il dit qu'il est un de ses très proches amis. Il organise souvent des meetings avec les ministres du gouvernement. Il avait fait campagne très activement en 2014 pour l'élection de Narendra Modi. Il avait défendu tout un programme qui a ensuite été repris par le premier gouvernement Modi lors du premier mandat. Et c'est un phénomène, ce Ramdev. Il a une série télé sur sa vie, en 57 épisodes, qui est diffusée dans des stades et avec une présentation par des ministres du gouvernement. Donc, des ministres sont invités, lancent la projection est suivie dans un stade. Enfin, on est vraiment là dans le mélange des genres entre star system, business, entrepreneuriat et politique, tout ça sur fond de yoga. Oui, et sur fond de sociologie urbaine, c'est-à-dire qu'on est quand même là avec comme auditoire une classe moyenne urbaine qui est finalement la consommatrice de yoga et celle qui est dans l'attente de ce qu'on appelle des gourous modernes, des gourous qui promettent ce qu'on promet parfois d'ailleurs aussi en Occident, une forme de paix, de détente, de bien-être. Voilà, exactement. Et donc là, on a évolué. On n'est plus sur la quête spirituelle dont nous parlions au début, mais sur quelque chose de bien différent. Alors, et pas sur l'ascèse. Voilà, ça va de pair avec, au contraire, la recherche d'un confort en quelque sorte, mental et peut-être aussi matériel. En tout cas, au plan matériel, ça va très bien pour les gens qui dispensent
ces enseignements. On retrouve là d'ailleurs certains des travers des mouvements dits sectaires en Occident, hein, et l'emprise que ces gourous peuvent exercer sur les esprits explique aussi les exactions auxquelles ils peuvent s'adonner. Alors, on va finir sur une note plus légère avant de passer aux questions. Il nous reste 3 minutes. Ce yoga indien, il est en quête de reconnaissance, comme nous l'a montré Ingrid, au niveau international, au point qu'on envisage de le breveter, un peu comme le riz basmati. Quelle est en quelque sorte la procédure, sachant que c'est déjà au patrimoine de l'humanité, mais ça peut être mieux encore. Le yoga est au patrimoine de l'humanité parce que l'ONU et l'UNESCO, à raison d'ailleurs, ont reconnu ses bienfaits. Il faut quand même souligner ça aussi, c'est que là, on a un angle d'attaque, si j'ose dire, qui est particulier, c'est l'instrumentalisation du yoga par le nationalisme hindou, mais ça n'est pas tout le yoga. Bon, donc, voilà, il faudrait juste donner aussi un traitement équilibré. L'ONU et l'UNESCO donc, sont très positifs dans leur texte ou leurs préconisations à propos du yoga. Maintenant, en Inde même, il faudrait peut-être ajouter qu'il y avait un département à l'intérieur du ministère de la Santé qui s'occupait des médecines traditionnelles et de gérer ces médecines traditionnelles, les diplômes, etc. Et dans ces médecines traditionnelles, il y a le yoga. Parce qu'en Inde, le yoga a fait partie, pas à l'origine où il était une voie spirituelle orientée vers la libération, mais par la suite, il a évolué pour être une voie de préservation de la santé accessible à tous. Bon. Ce département a été érigé dans les années maudites, au début de son premier mandat, en ministère. Donc, il y a un véritable ministère, non pas du yoga, mais de l'Ayurveda, yoga, etc. Et ce ministère s'occupe effectivement de breveter ces disciplines traditionnelles. Il a des syllabus pour la formation des profs de yoga ou des thérapeutes en Ayurveda, etc. Alors, tout ça progresse assez rapidement, d'ailleurs, depuis quelques années. Mais donc, il y a vraiment une institutionnalisation et un contrôle aussi de ces pratiques qui est de plus en plus important. Mais alors, on voit bien que c'est l'État qui est moteur dans cette affaire. Oui. Les organisations elles-mêmes, les ordres monastiques eux-mêmes, ont-ils pris des initiatives, ont-ils coordonné des actions, ou est-ce que c'est forcément du top-down et que tout vient du politique? Pour l'instant, c'est plutôt un mouvement qui est top-down. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même d'hindouiser au maximum les différentes voies de yoga. Et d'ailleurs, beaucoup d'ordres monastiques sont très hésitants à rentrer dans cette perspective. Hein. Alors, il faut voir aussi que les pressions sont fortes, hein. La coercition est forte. Et donc, nous, d'ici d'Europe, on peut dire ils n'ont qu'à résister à cette version nationaliste du yoga. Ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, il y a pas mal de gourous, d'ashrams et d'organisations qui enseignent le yoga et qui ne sont pas quand même dans cette perspective nationaliste hindoue. Hein. Oui. En Inde même. Mais qui sont effectivement peu coordonnés, peu organisés. Il n'y a pas de fédération indienne du yoga qui existe en dehors des structures étatiques. Vous voulez dire de fédération qui regrouperait? Oui, je fais exprès de prendre… Oui, non, pas à ma connaissance. Non, c'est vraiment… et tout ça
des initiatives d'État, c'est le ministère Ayush. Ouais, ça part de là. Très bien. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne en 1 heure de conversation. Nous allons prendre les questions et je vais vous en donner une sélection tout en invitant d'ailleurs ceux qui voudraient en poser d'autres de ne surtout pas hésiter. Il y a d'abord une remarque concernant l'encyclopédie que nous vous avons montrée pour commencer et qui reçoit des applaudissements, des louanges dont nous faisons volontiers l'écho. Surtout, reportez-y vous si vous avez des questions plus précises et plus techniques encore à poser. La question de la formation universitaire. Si on veut étudier le yoga en France, c'est Max Noblet qui pose la question. Quel type de formation on peut essayer de faire, Isée? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a des formations en 3 semaines, en 2 mois, et puis il y a des C'est le formations Instant longues. Nirvana, c'est le Instant Nirvana que nous promet justement les gourous modernes. Et puis, il y a des formations plus sérieuses qui sont longues. Il y en a même qui sont au répertoire spécifique maintenant, mais il n'y a pas de diplôme national d'enseignant de yoga. Alors, il faut se renseigner, il faut regarder des formations qui ont des labels comme Calliope, par exemple, qui est un label qui est donné à des organismes de formation. On peut s'adresser au seul syndicat. Autant il existe plusieurs et même de nombreuses fédérations, organisations de yoga en France, autant il n'existe qu'un seul syndicat, le syndicat national des professeurs de yoga. On peut s'adresser à lui pour avoir de plus amples informations. Mais c'est vrai qu'il faut faire cette recherche par soi-même pour l'instant. On a une idée du nombre de pratiquants de yoga en France? Plus de 10 millions, ce qui est énorme. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions adultes. Ah oui, c'est absolument Plus incroyable. exactement, plus précisément, c'est l'enquête qu'a fait le syndicat. C'est la première enquête nationale qui a été faite en 2020. Plus de 10 millions de Français adultes ont fait du yoga dans les 3 dernières années. D'accord. Et 7 millions d'eux, je crois, si je me souviens bien, enfin un peu plus de 7 millions sont des pratiquants réguliers. C'est beaucoup. C'est Oui. beaucoup. Alors, du coup, il y a plus de pratiquants réguliers du yoga que du christianisme, peu s'en faut. On est à 8%, je crois, du côté du christianisme, ou du catholicisme en tout cas. Alors, ça nous conduit à la question suivante que j'adresse à Ingrid. Quand on voit cet engouement pour le yoga en Occident, finalement, en Inde, même si on a un peu, je dirais, l'obligation de faire du yoga, comme on l'a vu, est-ce qu'il y a autant de pratiquants réguliers? Il y a toujours, je n'ai pas le chiffre du nombre de pratiquants en Inde, mais ça reste une discipline très populaire. Et puis, elle s'est popularisée notamment dans la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des parts de marché du yoga qui ont été conquis ces 20 dernières années. Et puis, on fait du yoga dans les écoles le matin. Avant, moi, quand j'étais enfant, par exemple, on faisait de la gymnastique. Et maintenant, on fait toujours de la gymnastique, mais on fait aussi du yoga dès les toutes petites classes, dès la maternelle. Donc, le yoga est resté très populaire. Et puis, c'est toujours, pour en revenir à ce mouvement de balancier, cette conversation, il y a aussi une influence du yoga américain, du yoga mondialisé en Inde, dans la classe moyenne, voire supérieure, urbaine. On veut faire aussi en Inde je sais pas moi, du yoga avec des chèvres, du yoga complètement fantaisiste, du yoga, du Bikram yoga. Enfin, il y a des mouvements de va-et-vient aussi entre des formes qui sont nées à l'étranger et qui ensuite reviennent en Inde. Donc, non, le yoga est très populaire avec beaucoup de formes très différentes, des formes traditionnelles, des formes plus contemporaines. Merci. Alors, on a toute une série de questions ensuite qui renvoient au thème de l'instrumentalisation qu'on va disséquer maintenant avant de revenir
à des considérations plus générales. Alors, d'une part, nous, en tant qu'Occidentaux, que peut-on faire pour désamorcer ces récupérations? L'opposition sur place en Inde, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle peut faire, et de façon plus large, qu'est-ce que la société civile éventuellement peut faire? Izzy a commencé à répondre, des ordres yogiques, monastiques en tout cas, cherchent eux à résister, mais forcément dans la discrétion. Que dire, Ingrid, sur ces oppositions, ces résistances? On peut. Alors, il y a pas mal de questions. Quand on est occidental, comment faire? Ou en tout cas, quand on vit en Occident, comment faire pour déjouer tout cela? Alors, il y a une première peut-être démarche à avoir, c'est se renseigner sur the money trail, c'est-à-dire où va l'argent quand on verse de l'argent à une association qui fait du yoga, à un cours de yoga, à un prof de yoga, et essayer de fouiller un petit peu pour voir où vont ces fonds. Et si ça ne va pas financer des entreprises un peu sectaires. Ça, c'est une première chose, évidemment. Alors, ce n'est pas simple parce que ce sont souvent des organisations qui avancent un peu masquées. Mais on peut quand même y arriver. Et puis, alors en Inde, évidemment, il y a des oppositions. Il y a des personnalités publiques, des journalistes, notamment qui critiquent tout ça. J'en ai cité quelques-uns. Et ça, c'est très important. Et qui dénoncent aussi l'hypocrisie autour de la récupération du yoga. Ça a été notamment le cas au moment de la crise du Covid. J'en parle au passé comme si on en était totalement sorti, alors que ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous vous souvenez de la couverture médiatique, notamment de ce qui s'est passé en Inde en 2021, où il y a eu cette flambée de cas en Inde. Et le gouvernement indien a très vite utilisé le yoga comme pratiquement antidote au Covid, ou en tout cas comme discipline très saine pour se remettre du Covid rapidement, voire pour s'en prémunir complètement. Alors évidemment, c'est une manipulation visant à faire oublier la gestion quand même catastrophique du Covid par les autorités, différents types d'autorités d'ailleurs, parce qu'il y a des autorités nationales fédérales et fédérées. Et puis ça vise aussi à faire oublier la diminution des budgets de la santé. Le budget de la santé publique a beaucoup souffert. Et alors évidemment, mettre en avant des postures de yoga, ça évite d'avoir un débat sur un débat budgétaire. Oui. On reste dans la question de l'instrumentalisation pour la déplacer à un autre objet. Izzy, on a évoqué au tout début de notre séance les épopées, la Bhagavad Gita notamment, qui fait partie du Mahabharata. Est-ce que cette instrumentalisation qu'on voit à propos du yoga s'étend jusqu'aux épopées, nous demande-t-on? Et puis, une question pour vous aussi concernant la façon dont cette instrumentalisation de yoga peut en abîmer l'image. Et est-ce que vous avez déjà, en tant que personne particulièrement impliquée au contact de tant de pratiquants du yoga, constaté que ça pouvait faire du mal finalement à cette si belle discipline qu'est le yoga, que de le voir ainsi récupéré? Alors, première question autour des épopées, ou de textes anciens de cette époque, est-ce qu'on peut parler d'une instrumentalisation du yoga? Non. Je crois que vraiment le terme ne convient pas du tout. Le yoga est une voie spirituelle par elle-même, qui n'est pas utilisée ou dévoyée vers d'autres finalités. Non, là, je crois vraiment que le terme d'instrumentalisation ne conviendrait pas. L'autre question, est-ce que ça abîme l'image du yoga? Disons que pour des pratiquants de yoga honnêtes, qui croient vraiment que le yoga peut répondre à leurs demandes, quelles qu'elles soient de bien-être, qu'elles soient
plus d'ordre spirituel, ou etc., pour des pratiquants qui s'impliquent vraiment dans cette pratique, disons que c'est un peu dur d'affronter cette utilisation que les nationalistes hindous font de la discipline. Il y a quelque part l'image d'une Inde imaginaire qui est la créatrice d'une certaine forme de sagesse universelle dont le versant pratique est le yoga. Cette image, elle est un peu écornée, en effet. Et c'est douloureux pour nous qui pratiquons le yoga et qui même sommes vraiment impliqués dans son développement vers plus d'éthique, plus de déontologie, peut-être la participation à certaines thématiques écologiques comme la sobriété, la modération, enfin, etc. C'est vrai que c'est douloureux pour nous de devoir affronter cette réalité-là. Voilà. En même temps, je pense qu'il y a aussi à déplacer notre regard, à prendre en compte que le yoga est depuis des siècles en Inde, vous le disiez Ingrid, une pratique très populaire, une pratique de santé, accessible à tous. Et on doit prendre ça en compte aussi. Ce va-et-vient entre des cultures qui sont quand même très différentes, dans lequel le yoga se trouve pris, ça l'enrichit, le yoga, mais ça crée des tensions aussi, hein, au niveau de sa compréhension, de son utilisation, etc. Donc, ce n'est pas si simple. Voilà. Mais bon, il faut prendre en compte ces différentes réalités. On est là pour cela, effectivement. Ingrid, lorsque on parle levée de fonds, en diaspora ou pas seulement en diaspora d'ailleurs, on parle de beaucoup d'argent quand il s'agit de yoga. Et un spectateur ou une spectatrice anonyme demande que sait-on de l'argent que génère le yoga, pas forcément en matière de corruption d'ailleurs, hein, en termes de corruption, mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente et de ce à quoi ça sert? On sait que dans la diaspora, ça se chiffre en centaines de millions de dollars. Mais c'est très difficile de suivre justement l'argent. D'abord parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles légaux qui sont contournés pour financer justement les nationalistes hindous. Alors, je ne veux pas du tout sous-entendre ou dire que tous les groupes de yoga qui existent dans les pays occidentaux financent les nationalistes hindous, loin de là. Loin de là, heureusement. Donc, on peut continuer à faire du yoga bien tranquillement. Mais il existe néanmoins une stratégie des groupes nationalistes hindous qui utilisent le yoga pour capter des fonds. Et pas seulement des fonds aussi, pour capter un public qui peut être un public d'occidentaux. Donc là, leur intérêt est d'avancer un peu masqué, de prétendre avoir une activité purement culturelle et de récolter des fonds. Je dis une activité purement culturelle parce que normalement, ces groupes souvent, on ne peut pas agir en tant que groupe politique étranger, par exemple aux États-Unis, en France, etc., à moins de se déclarer comme tel. Et puis, voilà, sinon, il y a des tas de contraintes fiscales et légales. Donc ça permet ça. Ça permet aussi de capter un public de la diaspora, notamment des familles. Et une des façons dont ces groupes fonctionnent, c'est qu'ils pallient l'absence de certains services publics, notamment pour la petite enfance. Là où il n'y a pas de crèche, là où il n'y a pas de cours du soir, là où il n'y a pas de cours d'alphabétisation, ils arrivent. Exactement comme les évangéliques, exactement comme les prédicateurs islamistes. C'est le même fonctionnement. Et donc, on va donner des cours de catéchisme, entre guillemets, des cours de religion, mais aussi des cours de yoga. Et ce qui marche très bien, c'est le yoga prénatal. Et alors, moi, c'est un phénomène qui me fait sourire parce que personne dans les pays occidentaux,
responsable public, politique, n'irait penser que le yoga prénatal peut cacher des visées politiques, nationalistes, sectaires dans un autre pays. Et pourtant, c'est souvent le cas. On capte comme ça les femmes enceintes, on leur prend de l'argent, on finance des activités politiques en Inde. Et puis, en captant les femmes enceintes, on capte leurs enfants, leur famille, toute la famille, voire toute la communauté ensuite. Donc, c'est assez malin. Voilà comment ça se passe. En termes de sommes d'argent, donc je disais que c'est des sommes considérables. Il y a plusieurs groupes, des ONG ou des groupes de journalistes qui enquêtent sur ces questions-là. Alors, pas spécifiquement sur le yoga, mais sur le financement en Occident du Sangh Parivar, donc de la famille des nationalistes hindous. Et voilà, et on sait qu'il y a plusieurs familles de gros donateurs de la diaspora. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, il y a plusieurs grandes familles aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui financent ces groupes à travers des fondations qui se disent toutes culturelles, sociales et culturelles, en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, au Canada, etc. Et partout où il y a la diaspora indienne, il y a ce genre d'activités et de groupes. Sachant que la diaspora indienne, c'est environ 30 millions de personnes dans 114 pays du monde, c'est-à-dire à peu près partout. Ces phénomènes sont assez rares en France encore. Hein. Alors, en France, la diaspora indienne est moins importante que, par exemple, évidemment, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, pour des raisons historiques. Et puis, c'est une diaspora qui est principalement pour la France, si on parle de diaspora indienne, originaire du sud de l'Inde, du Tamil Nadu, et beaucoup des anciens comptoirs, Pondichéry. Et puis, c'est aussi une diaspora qui est en situation de double diaspora. Très souvent, ils sont venus en France via la Réunion ou l'île Maurice. Donc, il s'agit d'une histoire très différente et d'un rapport à l'Inde, à ses traditions, à la religion, autre encore. Métissé, déjà très métissé. Oui. On consacrera une session entière à cette diaspora indienne en France parce que je pense que effectivement, elle est d'une complexité beaucoup plus grande que ce qu'on imagine vu sa taille et ça méritera d'être disséqué. Une question, Isée, qui, je pense, nous ramène aussi en partie à l'histoire. Comment expliquer que le yoga ait une si grande popularité à travers le monde islamique, même en Arabie Saoudite et en Iran, malgré ces associations anti-musulmanes en Inde qui sont bien connues maintenant. Cette idée que les musulmans ne seraient pas naturellement attirés par le yoga, c'est une idée moderne. Oui, c'est une idée moderne, c'est une idée fausse, on pourrait dire. Presque moderne, voilà. Oui. Voilà, je crois que le yoga tel qu'il est pratiqué en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays où il peut être pratiqué, ce qui n'est pas toujours le cas, il s'adresse là encore à une classe moyenne, une bourgeoisie qui souhaite vivre selon les standards occidentaux et qui a les mêmes pratiques, c'est-à-dire qu'il va une fois par semaine dans des studios climatisés faire goûter à diverses disciplines et entre autres le yoga. Donc ça, on le voit beaucoup. En Arabie Saoudite, par exemple, c'est beaucoup des femmes de cette tranche de la population et qui ont vraiment les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes besoins que les mêmes tranches de population dans les pays d'Europe. Bon, alors maintenant, il y a des régimes autoritaires qui interdisent ou qui entravent la pratique du yoga. Il y a des fatwas contre le yoga. La crainte chez les mollahs qui éditent des fatwas, c'est que le yoga soit en quelque sorte l'avant-garde ou le cheval de Troie de l'hindouisme, de cette religion polythéiste, et viendrait séduire donc des musulmans, des musulmanes et les attirer vers cet hindouisme polythéiste. C'est ça la crainte qui s'exprime. Et qui est très moderne, car quand Akbar ou Jahangir cherchaient à en savoir plus sur les voies de salut, le yoga leur paraissait aussi légitime que l'islam. Et on n'avait pas cette notion de yoga égale hindouisme.
ou en tout cas, c'était une vision spirituelle qui pouvait être imitée ou en tout cas une source d'inspiration. C'est-à-dire que le yoga ne pouvait pas concurrencer l'islam, ce n'était pas sur le même plan. Exactement, Voilà. exactement. Tout Il y a à eu fait. cette très grande curiosité qu'avaient quelques-uns de ces empereurs moghols, pas tous, hein, mais quelques-uns de ces empereurs moghols, cette très grande curiosité pour l'autre et pour la spiritualité de l'autre, oui, c'est sûr. Tout à fait. Et Suntar, qui posait la question, nous renvoie au travail de Karl Ernst, un extraordinaire spécialiste de ces sujets, pour nous dire qu'effectivement, les nattes, à travers le monde musulman, ont pu s'aimer. Eh oui. Alors, pour finir, il nous reste peu de temps, mais 3 questions me paraissent mériter, et je m'excuse auprès des autres, un examen. Il y a cette question de Bénédicte concernant le brevetage. Comment peut-on être sûr qu'on est entre de bonnes mains lorsque l'on s'inscrit quelque part, hein, et est-ce que le brevetage est la solution? Je vous liste les 3 questions et puis je vous laisserai répondre pour finir ensuite. Une autre question, cette fois-ci adressée à Ingrid, concernant ces enquêtes, ces ONG qui enquêtent, ONG ou journalistes d'ailleurs, hein. Que peut-on en savoir? À quelle porte peut-on frapper pour en savoir plus? Et last but not least, Emal vous demande des références. Alors, l'encyclopédie est certainement la référence numéro 1, mais peut-être que vous pouvez ajouter un titre ou deux. Eh bien, je vous laisse vous partager les 6 minutes qui nous restent. Bon, ok. Ingrid, vous commencez. Alors, sur les ONG, ONG et groupes, enfin, ce n'est pas vraiment des ONG, il y a plusieurs ONG qui ont travaillé sur. Alors, il y a plusieurs ONG qui ont travaillé sur le Sangh Parivar à l'étranger et sur son financement. On les trouve en ligne assez facilement. Il y a un groupe notamment avec des journalistes qui s'appelle South Asian Citizen Wire et qui est un collectif qui publie des enquêtes sur le financement du Sangh Parivar dans la diaspora. Il y a un certain nombre d'autres groupes aussi, Coalitions Against Genocide, qui avait fait pas mal de travail dans les années 2010. Et puis, il y a des grandes ONG occidentales aussi qui ont travaillé sur le nationalisme hindou et leurs études ont toujours des volets sur les ramifications internationales. Je pense par exemple à Human Rights Watch et Amnesty International qui ont travaillé sur ces questions dans les années 2000-2010 notamment et qui avaient commencé à regarder un petit peu comment ces groupes nationalistes hindous, le BJP notamment, hein, étaient financés depuis l'étranger. C'est très très difficile de suivre la piste financière parce qu'il y a beaucoup de prête-noms, il y a beaucoup d'opacité, beaucoup d'argent n'est pas déclaré aussi, hein. Donc, c'est très, très compliqué à suivre. L'Inde interdit aux ONG occidentales, hein, principalement, ou en tout cas, met beaucoup de bâtons dans les roues des ONG occidentales pour fonctionner en Inde. Mais le gouvernement récolte beaucoup d'argent de l'étranger. Et c'est assez notoire, hein, depuis les années 90, le nationalisme hindou est très largement, on dit qu'il est financé, hein, beaucoup en livres sterling et en dollars. Il y a des livres écrits là-dessus. Vijay Prashad, notamment, l'universitaire américain, avait écrit sur ce financement diasporique, ce financement safran de la diaspora. Les briques qui étaient acheminées dans des pèlerinages dans les années 90 pour la construction du temple à Ayodhya, ces briques étaient souvent financées avec de l'argent de la diaspora à Leicester, à Manchester, à Liverpool, à Jersey City, etc., etc. Donc, après, il faudrait un travail d'enquête minutieux avec la collaboration des autorités publiques fiscales américaines et britanniques et canadiennes principalement pour arriver à avoir des données. On a des données
de journalistes ou des données de politologues, c'est-à-dire des données basées beaucoup sur les enquêtes, sur les témoignages, sur les entretiens. Il nous faudrait vraiment l'accès aux comptes publics ou aux comptes des associations, et ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas encore, mais ça va sans doute l'être bientôt, car ces gouvernements s'inquiètent de tensions intercommunautaires au sein de leur diaspora. Le Canada en premier lieu, mais la Grande-Bretagne s'y met, les États-Unis. Ouais. L'Angleterre aussi. Les heurts présentés comme des heurts intercommunautaires, qui n'en étaient pas à Leicester au mois de septembre, si je ne me trompe pas, étaient assez impressionnants parce qu'on a vu l'ingénierie de l'émeute à l'œuvre à Leicester, qui est la ville où se trouve le quartier général du Hindu Swayam Sevak Sangh, c'est-à-dire la branche britannique du RSS, c'est-à-dire de la milice nationaliste hindoue. Donc oui, les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup à ça, d'autant plus qu'il y a des ramifications entre les nationalistes hindous en diaspora, c'est-à-dire l'extrême droite hindoue en fait, et les extrêmes droites diverses et variées. Par exemple, l'extrême droite britannique, il y a des liens aussi avec l'extrême droite française, il y a des liens avec toute la mouvance pro-Trump aux États-Unis. Donc, effectivement, ça commence à inquiéter sérieusement les pays occidentaux. Merci. Isée, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est la réponse aux deux autres questions. Voilà. La première, ben oui, il y a de plus en plus de labels qui sont donnés à des institutions de yoga sérieuses. Encore une fois, je pense que le mieux, c'est de se renseigner auprès du syndicat national des professeurs de yoga, comme je disais tout à l'heure. Et l'autre question, c'est des références. Excusez-moi. Alors, les livres de Véronique Bouillet pour le destin des nattes, ils sont en français, donc ça, c'est un grand, grand avantage. Donc, Véronique Bouillet est vraiment la spécialiste des nattes. Et puis, alors, un ouvrage intéressant qui s'appelle Les racines du yoga, Roots of Yoga. Il a été traduit en français récemment, qui est une sorte d'anthologie des textes du yoga classés par thématique, les exercices respiratoires, les postures, les mantras, etc. Enfin, c'est tout l'éventail des techniques de yoga avec les textes anciens ou plus récents qui s'y réfèrent. Donc, c'est une anthologie. Et elle a été composée par deux grands universitaires spécialistes du yoga anglo-saxon qui sont James Mallinson et Mark Singleton, et traduit en français donc il y a 1 an et demi. Voilà, ça s'appelle Les racines du yoga. Ça me paraît deux références, on pourra en donner beaucoup d'autres, mais deux références vraiment intéressante. Quelqu'un dans les commentaires aussi évoque Marie Coq, et en effet, Marie Coq est l'autrice d'un ouvrage. Sur un point particulier qui est, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais qui est les 60s et ce que les 60s ont fait du yoga, bien sûr. Exactement, c'était un peu le chaînon manquant, eh bien on l'ajoute avant de conclure. Merci beaucoup, et de toute façon, vous aurez des références complémentaires sur le site des forums France-Inde. On va mettre en ligne des ouvrages, ou en tout cas des références d'ouvrages, pour que vous puissiez aller plus loin encore. Mais nous avons déjà été très loin grâce à vous, Isée et Ingrid. Merci d'avoir partagé avec nous votre savoir sur ces sujets, et nous aborderons d'autres sujets dans les mois qui viennent, certains plus politiques, d'autres plus sociologiques et culturels, mais toujours en relation avec l'Inde et toujours en français, car c'est notre vocation de combler un vide qui n'est pas aussi grand du côté anglo-saxon. Bonsoir à tous et merci encore à toutes les deux. Merci. Bonsoir.